Bonjour Isabelle, Bonjour Lily, comment tu vas? je vais super bien, merci. Et toi? Très bien, je vais bien. Aujourd'hui, nous allons parler de nos deux histoires. Je vais peut-être te laisser te présenter, moi également. Après, on rentre dans le vif du sujet. Ça me va. Alors, je suis Isabelle Nyassa Obama, auteure du livre Le célibat n'est pas un échec. Livre actuellement disponible sur Agent Livre et également sur Amazon. Je suis également auto-entrepreneur dans le domaine de l'insertion professionnelle où j'accompagne des jeunes dans la recherche d'entreprise ou dans la recherche de travail ou de formation. Et également maman de 3 enfants, maman solo. Et j'accompagne également des femmes qui, après un divorce, qui se retrouvent brisées et qui ont besoin de se reconstruire, à retrouver la paix intérieure, à augmenter leurs revenus afin d'avoir leur épanouissement personnel. Grâce à une formation que j'ai mise en place, qui est la formation Le célibat n'est pas un échec. Très bien, Merci. très bonne présentation d'ailleurs. Moi, je vais me présenter aussi également. Moi, c'est Lydienne Charion-Diba. Je suis auteure de ce livre de culture, une séparation. Je suis également entrepreneur, maman d'une charmante demoiselle de 18 ans désormais. Dans le cadre de mes activités, j'accompagne les femmes détruites, brisées émotionnellement après le divorce aussi, les couples mixtes, et également les traumatismes subis dans la vie d'une manière générale, parce que pour moi, la reconstruction est très capitale pour retrouver son épanouissement. Transformer cette douleur en une force qui permet à chaque personne d'être une personne d'exploit et créer aussi des sources de revenus, comme je le dis souvent, 3 sources de revenus minimum pour chaque femme désormais. Je suis dans le salariat en tant qu'aide-soignante depuis 12 ans et je m'épanouis aussi dans ce domaine. Ça rentre dans mes valeurs aussi, qui est le prendre soin et l'accompagnement des personnes. Voilà qui je suis en général, comme j'ai bien dit maman, divorcée. Donc, nous allons donc parler de la reconstruction d'une manière générale en parlant de nos histoires, ce que ça nous a apporté, quelles transformations personnelles on a eues à travers ces histoires. Comme je le dis souvent, bien évidemment que tout commence souvent par l'introspection. C'est l'étape fondamentale et qui ouvre la clé de la reconstruction. Tant que cette étape-là n'est pas faite, on n'est pas rentré dans la reconstruction. Donc, cela me permet de parler de mon histoire, parce que justement, on parle de la reconstruction. Aujourd'hui, je suis complètement changée, parce que justement, je suis passée par l'étape de la reconstruction. J'ai vécu une enfance tranquille, plutôt au Cameroun, où j'étais dans une famille plutôt modeste, entrée dans la culture où on prépare la jeune fille à être une superbe maman, une superbe épouse dans le futur, à prendre soin des autres, mais pas assez d'elle-même. Elle-même, elle est complètement effacée. Donc, j'étais complètement effacée. C'est comme cet enfant vraiment effacé, mais qui savait prendre soin de ses frères et sœurs, également de la maison. Donc, j'étais préparée à ça. À côté de ça, je poursuivais mes études tranquillement. J'ai eu à obtenir mes diplômes, et ce qui m'a amené à venir en Occident. Quand je suis arrivée plus précisément en Italie. J'arrive en Italie, il y a une réalité en Italie qui est complètement différente. On vient d'un milieu où on a nos amis, on a nos proches qui sont là. On ne voit pas trop la différence au niveau de la race, en fait, on ne voit pas ça. Sauf qu'on arrive en Italie, il y a d'abord la langue qui est différente. J'arrive au sud de l'Italie qui est complètement assez... il n'y a pas assez de personnes noires dans la zone. Donc, pour que je puisse au moins voir un noir dans la journée, je dois descendre en ville, parce que j'habitais à 2 heures de la ville. Je dois descendre en ville pour voir les Sénégalais et Maliens qui vendaient autour de la plage. Ça me faisait tellement bien, vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que je ressentais un bien de voir un noir, mais je me sentais d'une fierté de le voir. Le simple fait de le voir, ça me remplissait d'énergie positive. J'imagine. Et c'est comme ça que j'entre, grâce à une amie qui vit en France, qui me met en contact avec une famille qui vit en Italie. Et c'est comme ça que je fais la connaissance de celui qui allait devenir le père de mes enfants.
Et petit à petit, il me côtoie, et voilà, il m'a courtisé pendant un moment. J'ai accepté, après avoir fait, entre guillemets, on va dire, j'ai essayé de faire un peu l'analyse sur la personne, mais j'avoue que cette analyse n'était pas assez objective parce que je ne savais pas réellement ce qu'il fallait savoir d'un homme ou déjà de mes propres valeurs. Je n'en connaissais rien. Ce qu'il fallait savoir pour l'autre personne qui va entrer dans notre vie, je n'en savais rien non plus. Donc, j'ai juste posé quelques questions, ça et là, me renseigner un peu sur les réseaux, comment se faire. Donc, mon casting était vraiment nul. Mais par la suite, on s'est mis rapidement ensemble et c'est comme ça que, après une situation où c'était assez compliqué en Italie à ce moment-là, où moi, je n'arrivais pas à trouver un job étudiant et en même temps, je me suis fait voler mon argent à la banque par les propriétaires, on va dire ça comme ça. Et je me suis retrouvée, je n'avais plus rien. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, OK, on vient en France. Nous sommes arrivés en France. Arrivés en France, il fallait se battre, il fallait s'en sortir. Sauf qu'il a fallu dormir à même le sol dans une maison qui nous avait été donnée. Voilà, c'était son oncle qui nous hébergeait, donc nous avions un peu d'espace où on pouvait dormir, c'était au salon. Il fallait dormir sur un matelas gonflable qu'il avait acheté, qui s'est percé. Et là, j'étais déjà enceinte, et donc je me retrouve en train de dormir à même le sol. Donc, l'enfant vient au monde, et c'est comme ça que je me retrouve avec le social. Parce que finalement, je me retrouve hébergée par le social, parce que l'oncle en question, il nous demande de partir. Donc, je me retrouve là, j'ai un enfant, il faut que je m'en sorte. Mais chemin faisant, je m'en sors, je finis par m'intégrer plus facilement en France. Et c'est là où, justement, j'ai le chez moi, et lui également, il vient, on habite ensemble. Mais là, je me rends compte que vraiment, je ne suis pas préparée pour une vie de couple. Parce que dans la vie de couple, on m'a appris à être au service des autres. Donc, c'est-à-dire, je prends soin de mon autre enfant, je prends soin de lui parce qu'il a des besoins, j'ai pas mon mot à dire. La seule chose que j'ai à dire, c'est oui. Oui et oui. Mais sauf que le jour où je dis non, c'est pas compréhensif. Et c'est comme ça que petit à petit, bien avant, ça avait déjà commencé, hein, des rabaissements, des humiliations, des comparaisons, que je me disais tout le temps que quand il faisait une petite remarque, il fallait que je m'améliore. Parce que c'était moi le problème. Ce n'était pas les paroles que je recevais qui étaient un problème, c'était moi le problème. Donc, je devais à chaque fois chercher moyen d'être à son image, en fait. Parce qu'on m'a appris à être une bonne épouse pour un homme. L'impact de la culture. Exactement. Dans la vie. Dans la vie d'une jeune femme. Donc, c'est comme ça que j'étais justement à fond là-dedans. Il ne veut pas manger ce que j'ai cuisiné à midi. Il ne veut pas manger la même chose le soir. Je n'avais pas mon mot à dire. Il fallait tout simplement que je dise oui. Si je l'ai cuisiné comme ça et que ce n'était pas bon pour lui, il fallait changer la méthode. Donc, et en plus de ça, il faut s'occuper de l'enfant. Donc, je me suis retrouvée dans cet engrenage où je devais aller travailler, m'occuper de l'enfant, m'occuper de cet homme qui ne travaillait pas. Donc, c'est moi qui subvenais à tous les besoins de la maison. Et en même temps, c'est moi qui devais aller déposer l'enfant chez la nounou, aller récupérer alors qu'il ne travaillait pas. Femme au foyer et en même temps leader de la maison. Exactement. Donc, je me retrouvais là-dedans. Mais je devais être la femme soumise. Il ne fallait surtout pas que je sois la femme insoumise. Parce que ça n'entrait pas dans les valeurs d'une femme camerounaise ou une femme africaine, on va dire ça comme ça. En effet. Donc, du coup, je me retrouvais là-dedans. J'étais prise dans ce piège. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire non, stop. Je n'en peux plus. De cette vie, je n'en veux plus. Et c'est quand j'ai commencé à dire stop, là, on n'était plus dans les manipulations. On était vraiment devenus, c'était plutôt la violence physique. C'est là où on me secoue pour la première fois. Après, une autre fois, c'est une gifle. J'ai oublié une étape parce que même quand j'étais déjà enceinte de notre fille, je recevais déjà des coups, des gifles. Mais sauf que c'était rapidement, après reçu une gifle, rapidement, la personne pleure plus que moi parce que c'est de ma faute si on en est arrivé là. Mais rapidement, j'oublie ma douleur, je me concentre plus sur sa douleur et j'avoue que les fois où j'ai eu des gifles en cette période-là, je me suis plutôt en voulu. C'est pour ça que quelque part, parfois, je me disais tout le temps qu'il ne m'avait jamais frappé, mais c'est moi, en fait. J'oubliais même que j'avais eu une douleur. Des signes qui ne trompent pas. C'est ça. Mais sauf que moi, je ne voyais pas ça comme des signes, je voyais tout simplement comme des étapes du couple par lesquelles il fallait passer. Puisqu'on dit, on m'a tant dit, je ne vais pas dire mes proches parce que mes proches ne me l'ont pas dit, mais c'était mon entourage, que pour réussir dans un couple, il faut souffrir. Donc pour moi, la gifle que je recevais, c'était aussi une façon pour moi
de, de solidifier mon couple. Donc, l'amour pardonne tout, supporte tout. Exactement. Donc, j'étais dans ça. Tout. J'étais justement dans ça. Et c'est justement, comme tu le dis, hein, l'amour pardonne tout. La religion, parce qu'il y avait aussi beaucoup de religions là-dedans où, justement, tous les deux, on vient des familles très, très, très entrées dans la religion. Donc, du coup, on avait ça également comme miroir où on doit être dans le pardon. Mais sauf que je subissais, mais je pardonnais. Sauf qu'en face, l'autre, il ne subissait pas grand-chose ou rien du tout, mais moi, je recevais. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'en avais marre. Et j'ai dit non, j'arrêtais tout. Même les finances, il a commencé à travailler. J'ai dit, les finances, je peux faire qu'on fasse 50-50. Moi, je peux faire aller dans la base de 50-50 où je vais plus supporter les charges toute seule parce que le 15, je n'ai plus d'argent dans le compte. Et c'est moi qui commence à avoir les yeux. Voilà. Je suis dans le stress, dans l'angoisse parce qu'on ne va pas arriver à la fin du mois. Et quand je dis il paye le loyer, il a payé le loyer le premier mois, le deuxième mois. Le troisième mois, il a fallu que je fasse vraiment la gendarmette, derrière lui pour pouvoir payer le loyer. Il a payé, mais sauf qu'il respectait un peu pour pouvoir payer. Et c'est un peu comme ça qu'au fil du temps, qu'à un moment donné, je ne surveillais plus parce que je me disais qu'il paye, mais sauf qu'il ne payait pas. Et c'était à mon nom. Les rôles se sont échangés alors. C'est ça. En gros, toi, tu étais l'homme de la maison. C'est ça. Et tu as pris ça à cœur. Et en même temps, il fallait être une femme soumise qui ne dit rien. Donc, justement, j'étais dans ça. Donc, et quand justement, j'étais tout le temps derrière lui, il n'aimait pas ça. Et c'est comme ça que je recevais de plus en plus des coups. Et je restais toujours là en me disant, je vais pouvoir partir. Je ne pensais même pas encore à partir. Hein. C'était simplement que je vais voir moyen de le changer. À quelle fréquence les violences? Alors, physique, je dirais plutôt. Les violences je ne vais pas dire que c'était tout le temps. On va dire peut-être tous les 6 mois. Une fois tous les 6 mois. Mais quand même, les rabaissements, c'était tout le temps. Ah, tu n'es pas assez bien comme ma mère le faisait. Ah non, tu ne fais pas bien ceci comme ma mère le faisait. C'est des petites comme ça. Il faut être bien comme ma mère. J'étais dans ça, en fait. Il faut être bien comme ma mère. Bon, à un moment donné, je me suis demandé, mais si je ne suis pas aussi bien comme ta mère, mais sois avec ta mère, en fait. Sois pas avec une jeune fille comme moi. Mais en 2017, justement, là, j'accouche de notre deuxième enfant. On déménage. Et là, le logement est maintenant en nos deux noms. Et quand on se retrouve là-dedans, je me rends compte justement que là, les charges vont augmenter. Et je ne peux plus supporter. Je dis stop, dorénavant. Même si le loyer ne se paye pas, on va se retrouver dans la rue. Moi, je vais pouvoir rebondir. Mais tu payes le loyer et c'est comme ça. Le premier mois, il paye. Deuxième mois, il ne paye pas. Je ne m'aperçois pas. Il y a une relance. Et c'est là où, petit à petit, je lui dis, il faut que tu payes. Et là, je reçois justement des coups encore. Et là, ça commence à devenir vraiment une fréquence un peu plus rapprochée. Je reçois un coup, je pardonne, on s'embrouille dans la maison. Je commence justement à me lamenter auprès de sa famille. Parce que là, je me dis non. Je vois mes copines, elles sont en couple, elles sont mariées, elles vivent différemment, elles vivent la paix, elles vivent la tranquillité. Il n'y a jamais eu un jour, elles ont parlé des violences ou des rabaissements. Mais moi, je le vis. Pourquoi je le vis? Ça veut dire que ce n'est pas normal. Ça veut dire que ce n'est pas normal. Est-ce que tu l'as interpellé pour parler peut-être lorsqu'il y a un peu de paix, pour dire que par rapport à ce que tu subissais et que comment tu voyais que ce que tu ressentais exprimé véritablement et pour trouver quand même l'harmonie l'équilibre? Oui. Ça, je l'ai fait. Je l'ai interpellé plus calmement pour qu'on échange sur le sujet, sur le fait que la violence était trop présente dans notre couple, mais c'était vraiment perdu d'avance parce que il n'écoutait pas. C'était lui, il savait tout, il connaissait tout, donc moi, je ne savais rien. Sauf que, et justement, il a aussi joué sur la carte où il était plus diplômé que moi, d'après lui. Mais sauf que le diplôme, je ne l'ai jamais vu, en fait. Il était plus diplômé que moi. Et moi, j'étais là, je me faisais... En même temps, j'avais un peu honte de mon diplôme et le fait que je suis arrivée en Occident pour les études. Et j'ai abandonné pour venir en France. Arrivé en France, je devais me retourner encore. Je me suis retrouvée en train d'une formation de CAP, alors que j'avais des études universitaires. Et me retrouver à ce niveau-là, donc j'étais dans la honte, en fait, aussi de ma personne. Dans la honte du fait que les personnes avec qui j'avais eu à faire le secondaire étaient déjà en train d'entrer dans le master. Et moi, j'étais encore au niveau où j'étais là tout en bas. Donc, et c'est comme ça qu'en 2017, justement, comme je disais, sa famille vient chez nous et je leur expose le problème. Et là, devant la famille, il dit une phrase en fait, c'était comme si on me réveillait et que finalement, je me réveillais de mon sommeil. Il a dit clairement devant sa famille qu'il ne pourrait jamais épouser une femme comme moi.
Et donc, du coup, je me suis dit, OK, puisque les démarches pour légaliser notre relation étaient déjà en train d'être faites, et c'est comme ça que j'ai dit, OK, stop, on arrête tout. Donc, 2 mois après, je me séparais de lui, mais sauf qu'avant de partir, j'ai reçu quand même un coup de poing. J'étais assise en train de me coiffer, on était le 7 mars 2017. Non, 7 mars 2018, plutôt. 7 mars 2018, À plutôt. la veille du 8 mars. C'est ça. J'étais en train de me coiffer devant la télé, toute seule. Et là, il arrive, tout énervé. Il demandait des pièces que je ne savais pas de quoi il est question, puisque j'avais déjà déménagé de la chambre parce que je n'en pouvais plus. Et j'étais déjà justement en train de réfléchir comment faire pour partir. Et donc, c'est comme ça qu'il vient. Et voilà, j'étais assise et sans crier garde, j'ai eu un coup de poing qui, voilà, pour moi, c'était la goutte d'eau qui, voilà, il fallait même pas que je reste là. J'ai appelé la police, le SAMU, et la police n'est jamais pointée. C'est le SAMU qui est venu. Parce que justement, pourquoi est-ce que je n'appelais pas la police avant? Parce que justement, j'entendais tout le temps, on me disait, tu ne peux pas appeler la police parce que ton mari ou ton copain t'a donné un coup de poing. C'est pas normal. Appelle plutôt les proches, ils vont résoudre le problème. Mais sauf que la douleur, c'est moi qui la sens. Toutes ces douleurs, c'est moi qui sentais toutes ces douleurs. À un moment donné, j'ai dit stop. Et quand j'ai appelé la police, ils ne sont pas venus. Le SAMU, quand ils sont pointés, j'ai juste eu le temps de prendre le sac tabac. J'ai mis toutes mes affaires dedans. Les affaires des enfants. L'enfant, notre dernier, il avait 4 mois. Il avait 4 mois, justement. Non, 6 mois. 5 mois, pardon. 5 mois. Il avait 5 mois. Donc, j'ai mis les affaires dans les sacs tabac. J'ai mis deux vêtements pour moi, des sous-vêtements, les affaires pour les enfants. On est parti. On a fait 9 mois au foyer. Et lui, il était resté là c'est là où il a fait entrer sa copine dans la maison. Ils ont vécu, voilà. Moi, j'aimerais poser la question pour revenir un peu en arrière. Lorsque il dit qu'il ne peut pas épouser une femme comme toi, il s'appuyait sur quoi comme critère? C'était quoi qu'il reprochait? J'ai pas cherché à savoir. J'ai même pas voulu savoir, en fait. Ce que j'ai compris avec le temps, c'était quoi? Il avait besoin d'une femme qui prenne soin de lui. D'accord. Il avait besoin d'une femme qui accepte tout. Il avait besoin d'une femme sur laquelle il va crier. Il va faire sa sale besogne sans qu'on ait à aller à l'encontre. C'est ce que j'ai compris avec le temps. Vraiment, parce qu'il est dans son rôle. Il est vraiment dans son rôle, plein dedans, ou quelqu'un qui est dans la manipulation. Il est vraiment là-dedans. Et moi, j'avoue qu'à cette période-là, j'étais non seulement en recherche d'identité, je ne savais pas qui j'étais. Et de deux, j'étais dans la dépendance affective parce que, ayant quitté les miens, j'avais besoin de m'appuyer sur quelqu'un. Et lui, il était là pour que je puisse m'appuyer sur quelqu'un qui me rapproche de ma culture et qui me rapproche de mes origines. D'accord. Donc, c'est comme ça que moi, j'avais besoin de lui et lui, il avait besoin de moi à ce moment-là. Les bases n'étaient pas vraiment solides, quoi. Non. Ce n'était pas de l'amour, on peut dire que tomber vraiment amoureux, c'est que tu compensais un manque. C'est ça. Que tu avais besoin de te retrouver parce que tu te retrouvais à l'extérieur. Il y avait une personne. Il y avait, si j'ai bien compris aussi, il y avait ce complexe que mes camarades sont déjà au niveau des études académiques assez poussées et moi, je me retrouve là-dedans alors que, sachant que même avec ton niveau, tu pouvais être une personne d'exploit. C'est ça. C'est vrai, parce qu'il y avait non seulement au niveau académique où je n'avais plus avancé, mais également, je me retrouvais en train de... Même la vie de couple, je ratais. Donc, en fait, pour moi, je me voyais, quand justement que je suis partie de la relation, je me voyais comme une ratée. Je me suis vue comme une ratée. Pourquoi? Parce que je ne réussissais rien. C'est profond quand même. Oui. Je me suis vue vraiment comme une ratée parce que je n'ai rien réussi. On dit très souvent que c'est la femme qui retient l'homme. Très souvent, on le disait. Et tellement j'ai écouté ça que je me suis dit, je n'ai même pas pu retenir un homme. En plus de ça, je me retrouve avec 2 enfants, même pas mariée, et sans oublier que je me retrouve en train d'être serveuse en restauration. Pour une formation de 6 mois que j'ai faite pour être serveuse en restauration. Alors que je suis sortie du Cameroun avec un BTS en comptabilité, gestion d'entreprise. Contrairement à tes rêves, quoi. Les rêves de jeunesse, c'était quoi? D'être quoi? Mes rêves de jeunesse étaient d'être Voilà, moi, je voulais être entrepreneur. Sérieusement, je voulais être entrepreneur. Et j'aimais beaucoup la restauration. Sérieusement, j'aimais la restauration. Mais bon, en Afrique, on voit un peu que ce n'est pas un métier. Mais moi, j'aimais la restauration. Mais je voulais vraiment être auto-entrepreneur, être vraiment à mon compte. Oui. C'était ça, mon rêve. D'accord. Ayant grandi un peu dans ça, parce que j'ai vu ma mère faire l'entrepreneuriat en dehors de son salariat. Oui.
Donc, j'ai grandi dans ça. Et donc, j'aimais bien le fait qu'on puisse compter de l'argent après la vente. J'aimais bien voilà. Oui, c'était dans ton ADN, on C'est dirait, ça. quoi, et C'est que ça. tu as été moulé là-dedans. Il fallait que C'est toi, tu te mets à ton compte également, quoi. C'est ça. Et donc, c'est comme ça que même après la séparation, la personne n'a pas arrêté. Hein. C'est toujours la manipulation, c'est toujours... Voilà, j'étais vraiment ancrée dans cet engrenage de rabaissement, où il fallait à tout prix que je supporte ces crises ou alors ces moments de rabaissement vis-à-vis de ma personne, et instrumentalisation des enfants, remonter les enfants contre moi, et ainsi de suite. Mais, sérieusement, j'avoue que pour que je m'en sorte de tout ça, il a fallu que je travaille. J'ai travaillé et encore. C'est grâce au travail que j'oubliais ma réalité. Mais quand je me retrouvais à la maison, je me retrouvais avec ma réalité et je n'arrivais pas à avancer parce que j'avais peur de tout. Peur de tout. Même peur, j'ai porté plainte pour violence conjugale, j'ai retiré ma plainte. Parce que justement, elle a peur. Et aussi le fait que les gens me disaient, tu ne peux pas porter plainte auprès de ton enfant parce qu'il t'a giflé. Donc j'ai plus écouté les gens que moi. La peur, c'était la peur de quoi? Tu avais peur de quoi? J'avais peur d'avancer. J'avais peur de tout. J'avais même peur d'aller à la police même à la CAF pour me plaindre du fait que je n'ai même pas la pension C'est la alimentaire. peur des représailles, quoi. Même pas des représailles. J'avais peur de l'avenir. L'avenir me faisait peur. Je préférais m'agripper au passé que je connaissais que d'ouvrir les portes que je ne connaissais pas. Ça a créé des pensées limitantes par rapport à tout ce que tu as subi comme traumatisme, quoi. Oui, des pensées limitantes, mais également le fait que je ne me voyais pas pouvoir m'en sortir toute seule. Oui. Parce que je viens d'une famille, on s'est toujours occupé de moi, j'arrive en Occident, voilà, je m'occupe un peu de moi, mais pas vraiment, mais très rapidement, je trouve quelqu'un avec qui je vais plutôt m'agripper et qui s'occupe de moi. Donc, le simple fait de me retrouver seule, je n'arrivais pas. J'étais incapable, même parfois, de changer, même une ampoule. Le jour où j'ai changé une ampoule, j'étais tellement contente. Pour moi, c'était la première fois de changer une ampoule. Tu vois un peu. Donc, j'avais tellement peur. Et même pour changer une ampoule, j'ai tellement regardé les vidéos sur YouTube, essayer d'échanger avec des personnes qui connaissaient. Avant ça, j'ai fait venir quelqu'un pour venir changer quelquefois chez moi. Mais tellement, j'en avais marre. Ben oui, c'était la peur de quitter sa zone de confort. C'est ça. C'était ça. Oui, d'accord. Mais aujourd'hui, vraiment, il a fallu du temps. Aujourd'hui, ça va faire 7 ans que je suis séparée. Et tous les jours, c'était pas évident. Mais il m'a fallu, à un moment donné, que je sache couper les liens qui me retenaient de ce passé. Parce que tant que je ne coupais pas les liens avec mon passé, je ne pouvais pas commencer la reconstruction. Je ne pouvais pas me concentrer sur ma personne. Tout à fait. Parce que il suffisait que la personne m'appelle, j'étais déjà de mauvaise humeur. Parce qu'à l'intérieur du message, seulement le numéro me mettait déjà de mauvaise humeur. J'étais déjà en plein stress. Le message qui était véhiculé pendant l'échange me mettait encore en plein stress parce qu'il y avait plein de manipulations dedans. Et c'était toujours de ma faute. C'est de ta faute si les enfants ne sont pas heureux. Les enfants ne sont pas heureux, pardon. C'est de ta faute si la famille est disloquée. C'est de ta faute. Donc voilà. C'est beaucoup de ma faute, quoi. C'est beaucoup de petites phrases comme ça. Et ce qui fait que il a fallu impérativement que je comprenne que ce ne sont pas mes pensées. Ce sont ses pensées à lui. Ce ne sont pas les miens. Et justement, c'est grâce à la lecture, beaucoup de lecture. Également, en coaching que j'ai pris auprès d'un coach de renommée, c'était tout ça qui m'a permis de savoir que ce que les autres pensent, c'est juste ce qu'ils pensent, c'est leurs pensées. Ce sont d'abord leurs émotions, leurs pensées, leurs décisions, et c'est leur vie. Et ce n'est pas la mienne. Et c'est comme ça que j'ai pu écrire ce livre. Quand je l'ai écrit, c'était aussi une thérapie pour moi. Une thérapie, je me suis dit, 6 mois pendant que je l'écris, parce que j'écris mon histoire. 6 mois, je l'écris, ça veut dire que ma fille va pouvoir lire quand elle pourra. Elle connaît l'histoire, mais au moins, en relisant, elle verra ce que maman a traversé, les choses que maman ne lui a pas racontées, les différentes étapes que maman ne lui a pas racontées. Et également aussi, ça peut aider une femme. Ça peut aider une femme. Aujourd'hui, je vais super bien. Donc voilà mon histoire en quelques minutes. Très bien. Ça se voit également que tu vas très bien. Et c'est un très, très beau parcours parce que il y a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de leçons. On voit en quelque sorte une personne qui est partie de chez elle, dans son pays natal, se retrouver en perte de repère, qui cherche à s'agripper quelque part.
qui essaye tant bien que mal, selon ses croyances et sa culture, à obéir aux règles et comment elle a été conditionnée. Sauf qu'elle découvre que c'est pas ça. Véritablement, c'est pas elle, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que le mariage, comment il faut se comporter, et se retrouve face à une personne que je pense qu'il a bien vu, toutes ces faiblesses-là, et tous ces besoins, ces manques-là, qu'il a su bien profiter, avec des signes qui ne trompent pas. Violence, rabaissement, manipulation, et la liste est longue, quoi. Tu t'es relevé de ça. Moi, j'aimerais savoir au bout de combien de temps tu as décidé de te reconstruire? Quand est-ce que vraiment, parce qu'en partant, est-ce qu'il n'y avait pas l'idée de dire, peut-être que je retournerai, peut-être qu'au bout d'un moment, tu as dit, ah bon, pour les enfants, peut-être que je vais faire ce sacrifice. Sauf que souvent, ce n'est pas ça qu'il faut faire, je dirais plutôt. Parce que les enfants vivent, hein, c'est les dommages collatéraux, j'ai envie de dire. Quand est-ce que tu as décidé de te reconstruire et de dire, non, ce que je vis là n'est pas bien? Alors, il n'y a pas eu un temps précis, parce que je me suis dit, je lui laisse environ 6 mois qu'il se repentisse de tout ce qu'il m'a fait subir, et qu'à un moment donné, qu'il se rende compte qu'on est dans une vie réelle, qu'on n'est pas dans un jeu vidéo, et que dans la vie réelle, et qu'on vient d'une même culture, dans cette vie-là, l'homme doit travailler et subvenir aux besoins de sa famille, et que moi, je viens juste en appui, et que même si on s'assoit et qu'on se dit, OK, on fait différemment, mais qu'on le fasse ensemble. C'était à nous de décider. J'ai attendu, sauf que pendant les 6 mois, je me suis rendu compte que justement, il était déjà avec une autre et qu'elle était déjà enceinte. Donc, étant donné qu'il n'a même pas voulu que je rencontre la dame, puisque je me disais que peut-être il allait peut-être vouloir que je rencontre la dame pour que je sache qui voit mes enfants quand ils vont chez lui, ou alors pour nous présenter juste, en fait. Bon, c'est vrai que plus tard, on m'a fait savoir que je n'avais pas besoin de le savoir. Et moi également, je me suis rendu compte que je n'avais même pas besoin de la connaître. Elle n'a pas besoin d'entrer là-dedans. Mais c'était beaucoup de manipulation de sa part. C'est pas à un moment donné que je me suis dit, c'est bon, il faut que j'arrête. Il faut que je me reconstruise. Non. C'est vraiment, je me suis posé la première question. Comment fonctionne l'humain? Comment est-ce que l'humain fonctionne? Parce que je ne reconnaissais pas. Parce que je me suis dit, la culture, j'ai ma culture à moi qui me dit d'être dans la bienveillance avec les gens, d'être dans l'écoute des personnes, d'aider les autres. Mais bon, j'étais beaucoup plus dans l'aide des autres, être disponible pour les autres. Également, la religion chrétienne, on m'apprend le pardon, on m'apprend l'humilité, on m'apprend la bienveillance. Donc, je me retrouve là-dedans, je me dis, mais je ne vois pas ça en fait. Dans la vie réelle, celle que je vis, je ne vois pas ça. Est-ce que c'est moi qui ai mal lu ou on m'a mal expliqué? C'est comme ça que je me dis, il faut que je commence à apprendre l'humain. L'humain, c'est qui en fait? C'est comme ça que je me lance dans les lectures. Beaucoup de lectures de la psychologie humaine, de comment fonctionnent les hommes, comment fonctionnent les femmes. Je lis aussi les blessures, ces blessures qui nous retiennent dans le passé et qui nous font porter des masques, d'Élise Bourbeau, que je lis attentivement, et je me rends compte que l'humain, il n'est pas général. Chacun a sa façon de fonctionner, sa personnalité. Chacun est singulier. Et c'est comme ça que je m'aperçois. Et c'est donc justement en comprenant l'humain, en comprenant comment est-ce que moi, j'ai subi tout ce que j'ai subi parce que je ne me connaissais pas. Et c'est comme ça que je me dis, oh, c'est bon, stop. J'arrête de vouloir sauver le monde. L'infirmière, c'est bon. J'arrête d'être infirmière de tout le monde. Je me concentre sur ma personne. Je dois me connaître. Je dois me construire. Je dois me lever. Et c'est comme ça que j'ai commencé la construction. Il n'y a vraiment pas eu un temps précis. Mais c'est juste un processus qui a commencé par, je m'interroge sur l'humain. Et c'est petit à petit, je me suis dit, il faut que je me concentre vraiment. En lisant mes lectures, on me demandait de me concentrer sur moi. On me demandait d'apprendre qui suis-je. Je n'arrivais même pas à dire. À force de me poser des questions, c'est comme ça que je suis arrivée jusqu'à un moment où je me suis dit, la reconstruction doit commencer. Ah, d'accord. Tu as mis en place une certaine curiosité intellectuelle. C'est ça. Pour te poser des bonnes questions et comment on fonctionne pour revenir à toi. Oui. Et pouvoir te reconstruire.
C'est ça. Pas mal. Pas bête. Donc, maintenant, on va parler de ton histoire. Raconte-la nous.